Bonjour à tous. Nous avons avec nous aujourd'hui Mohamed Youssouf Bachiri Di Arasbach, animateur radio-télé et porte-parole du CDR, Coalition collective pour la défense de la République et des SOFA de la République. Et surtout un citoyen engagé. Bonjour Arasbach. Bonjour mon frère. Vous êtes beaucoup critique envers les forces françaises et celles de l'ONU déployées au Mali. Ouais. Que leur reprochez-vous exactement? Merci. Nous leur reprochons, si vous voulez, l'ambiguïté par rapport à leur attitude vis-à-vis des résolutions et sur les fondements desquels ils sont actuellement au Mali. Et si nous prenons le cas du fondement juridique de la présence de l'opération Serval, avant qu'elle ne se transforme en Barkhane, c'était pour lutter contre le djihadisme, le terrorisme. Et donc, ceci étant, ils avaient pour mission de protéger le Mali contre les agressions du terrorisme. À travers le Mali aussi, de protéger le monde contre l'expansion et les agressions du terrorisme. Donc, nous avons tous été témoins, si vous voulez, au départ de cette agression contre le Mali, de la présence de 4 groupes parmi les agresseurs. L'AQMI, Moudjao, Ansardine et le MNLA. Et donc, nous savons aussi qu'à l'époque, ils ont classifié l'Ansardine de par son idéologie, de par la nature de ses actions, des terroristes. Et que les personnes qui animaient cette organisation, que celle-ci se retrouve sous une autre coupole appelée Mouvement arabe de l'Azawad, et comme si cela suffisait pour leur enlever le caractère délictuel ou le caractère terroriste de leur idéologie ou de leur acte, nous a paru une trahison, une hypocrisie intellectuelle, manifestement à l'encontre de la souveraineté et à l'encontre même, si vous voulez, de l'esprit de la résolution qui les envoyait et qui fondait leur présence au Mali ici. C'est comme si quelqu'un commettait un crime le lundi sous le nom de Youssouf et le vendredi il se présente devant le juge, je m'appelle Ablaï, et le juge dit c'est pas un criminel parce qu'il ne s'appelle plus Youssouf. C'est aberrant. Donc que l'humanité s'est tue là-dessus, que l'Occident se taise là-dessus, nous le comprenons parce que nous savons qu'au fond, comme De Gaulle l'a dit, ils ne sont pas là pour une question d'amitié ou pour une question d'idéologie, mais c'est pour des intérêts. Mais que nous, Maliens, qui sommes les premières victimes, alors que nous fermons là-dessus, nos yeux là-dessus, et que nous soutenons cette thèse, cette hypocrisie, ce mensonge grotesque aussi, alors c'est faire preuve encore, si vous voulez, une deuxième fois de trahison vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de notre devoir républicain. Rappeler la France, rappeler le Serval au respect de l'esprit, au respect de leur mission, c'est aussi rappeler, informer l'opinion française de la duplicité du mensonge que son État est en train de se rendre coupable au Mali, ce pas par le bien, en utilisant leurs impôts. Les 2 résolutions des Nations Unies qui ont envoyé l'amunissement au Mali ont été très claires là-dessus. Le territoire du Mali est intangible, la souveraineté est non négociable, l'unicité du peuple malien n'est pas à négocier, la légitimité du gouvernement est la seule autorité habilitée à négocier, à défendre et à parler au nom du peuple malien. Il n'y a plus rien à dire dans cela. Et que pour cela, MUNISMA a été envoyé pour 3 missions. Pour 3 missions qui cadraient, si vous voulez, ces résolutions. Appuyer les autorités maliennes, stabiliser les grandes agglomérations et lutter contre les terroristes et les djihadistes. Appuyer une autorité légitime, s'entend par quoi? L'aider à exercer sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire et dans tous ses attributs. Qu'est-ce qu'il y a de contraire à cet acte? Qu'est-ce qu'il y a de contraire à l'attribut d'un gouvernement de se rendre sur une partie de son territoire pour voir les conditions dans lesquelles travaillent ses administrateurs, pour s'imprégner des conditions de vie de ces populations dont il a la charge de gestion de leur vie? Qu'est-ce qu'il y a comme acte plus souverain que cela? Qu'est-ce qui devait interpeller l'amunissement plus que cela, à appuyer l'autorité malienne à pouvoir atterrir à Kidal, à tenir des réunions, à discuter avec sa population, à s'imprégner des conditions en vue de concevoir des politiques pouvant améliorer leurs conditions de vie sécuritaire, alimentaire et tout? Mais que l'amunissement, malgré la clarté de sa mission, se mure dans son camp, c'est pas faire un double tour et dire à l'armée malienne, au gouvernement malien que la sécurité n'est pas
acquise, que la sécurité n'est pas totale à Kidal pour que l'autorité légitime puisse se rendre sur une partie de son territoire. La question se pose, quelle est la raison de sa présence au Mali? Si ce n'est pas appuyer les autorités maliennes à exercer, à appliquer leur souveraineté sur toute l'étendue du territoire. Comme avance que quelques personnes sont venues occuper l'aéroport. Ils sont combien? Quelques milliers de femmes, quelques dizaines de femmes, d'enfants, arrivent à tenir en échec, à résister à une force internationale de plus de 1000 hommes. Et je me pose la question, c'est quel genre de force est les forces de MINUSMA? Force d'application de résistance ou bien force de plaisance, de complaisance? C'est cette question qu'on s'est posée. Il y a quelques mois, vous appeliez au boycott des produits français et suisses. Oui. La campagne a-t-elle été suivie par les Maliens? Ben évidemment, elle a été suivie. Ça dépend maintenant de quelle proportion elle a été suivie. Elle a été suivie. La preuve en est que beaucoup d'entreprises françaises ou suisses ont commencé à sentir les effets. Et des fois, ils ont réuni quelques individus pour créer, pour lancer une voix contraire et supposer soi-disant amis de la France ou autre chose. Le fait, c'était pas que le boycott, c'était pas que de boycotter les produits, mais c'était de lancer un message à travers la campagne aussi. C'est une campagne qui a tout le temps fait ses preuves partout dans le monde. La preuve en est que les pays occidentaux l'ont lancé il n'y a pas 2 mois, lorsque Béran avait adopté la charia comme règle de gestion des affaires. Quel était ce message-là? Le message était de rappeler à la France, de rappeler à la Suisse, que nous avons compris que vos soutiens au MNLA, médiatiques, vos soutiens financiers, vos soutiens matériels, vos soutiens diplomatiques ne visent à quoi? À faire du MNLA une pression sur l'État du Mali afin de lâcher du lest sur certains attributs du pouvoir, qui va se traduire par une sorte d'autonomie, qui va se traduire par une sorte d'indépendance ou de fédéralisme, à quelle qu'en soit la forme juridique que vous allez obtenir pour le MNLA, le nord du Mali. Le but, c'est que ceci puisse jouir d'une liberté pour attribuer le marché à ceux-là qui les ont aidés. Et ces marchés porteraient sur quoi? Sur des ressources énergétiques, particulièrement l'uranium, le pétrole. C'était ça le but. Et donc, la France ne va pas faire du Mali un endroit où il vient piller au mépris des droits de l'homme, au mépris de la volonté de la majorité populaire du Mali, au mépris de la souveraineté du Mali, juste pour aller servir les intérêts de ces populations. Cela n'est pas digne d'un État sérieux. Et donc, ceci étant, maintenant, puisque c'est à but économique, alors boycottons les produits français. Le Mali est au centre de l'Afrique de l'Ouest. La campagne partant du Mali, avec Orange filiale, qui a été celle qui a la plus rapporté parmi toutes les filiales de l'Orange Mère France, alors la campagne va déborder le Mali pour intégrer les autres pays de la sous-région, et avec le Sénégal qui a plus de 1000 et quelques PME françaises, avec la Côte d'Ivoire qui a plus de 1800 et quelques petites et moyennes entreprises françaises. Imaginez les conséquences économiques sur l'économie nationale française, avec un contexte défavorable à François Hollande qui peine à préserver les entreprises et les emplois existants. Alors si de par sa mauvaise politique étrangère, il arrive aussi à faire perdre d'autres marchés à la France, alors ça fait une double perte pour la France, une conséquence économique désastreuse qui va affecter la sécurité sociale, qui va affecter les conditions de vie et qui va affecter de manière générale même la vie des Français. C'était ça le but. Vous étiez également contre la signature de l'accord militaire entre la France et le Mali. Maintenant que c'est fait, qu'en dites-vous? Non, nous n'étions pas contre. Nous avons tiré la sonnette d'alarme sur un fait. Nous avons posé un certain nombre de questionnements. Aucune nation au monde, depuis la nuit des temps, n'a réussi à s'autosuffire à soi-même. Nous sommes un peuple d'une tradition d'alliance. La preuve en est, entre le Mandin est le fruit d'alliance entre les nations. Sundiata doit sa grandeur au fait qu'il a pu bénéficier de la protection, de l'entraînement et de la nourriture des maracas et des Sarakolés de Méma en vertu du mandat d'assistance d'alliance qu'il y avait entre les Malinké et les Sarakolés. Nous ne sommes pas un peuple étranger de l'alliance parce que nous sommes conscients de notre suffisance, de notre insuffisance, disons. Nous avons dit que l'accord doit être l'entente entre deux parties ou plusieurs parties sur un certain nombre d'objectifs et dont ils vont mettre en commun leurs efforts en vue de la réalisation de cet objectif-là. Il ne doit pas être fait au détriment d'une partie, sinon ce serait de l'abus, ce serait plus de l'accord.
de part un peu au regard des accords qui a existé entre la France et certaines anciennes colonies, telles que la Côte d'Ivoire, nous avons de par nos recherches trouvé que la France avait apporté son soutien, sa sécurité à la Côte d'Ivoire, moyennant la primauté sur les richesses ivoiriennes présentes et à venir. Et sous la forme actuelle? Sous la forme actuelle de ce qui nous a été présenté publiquement, c'est gagnant-gagnant. La preuve en est, il n'y a aucune conditionnalité d'exploitation de richesses qui a été révélée au peuple malien. Deuxièmement, la France n'entre pas sans une statut juridique au Mali et sans l'accord du peuple malien. Et chaque étape ou chaque action qui doit être menée par une partie doit faire l'objet d'accords communs entre les deux parties. De deux aussi, tout ce que la France va avoir, les militaires français au cours de leur mission auront à commettre comme acte ou comme faute ou comme infraction ne relevant pas de leur fonction sera relevé de la justice malienne. Ce qui est un acte du respect de la souveraineté du peuple malien. Et donc voilà, en contrepartie, le peuple malien, l'État du Mali a concédé des avantages fiscaux quant à l'importation des matériels, tu vois, est indispensable à l'accomplissement de cette mission de surveillance et de traque des djihadistes sur la partie septentrionale du Nord. Donc, mais s'il y a des parties cachées, nous ne saurions se prononcer là-dessus. Nous ne prononçons que ce qui nous a été officiellement présenté. Nous n'avons vu nulle part dedans que la France vient au Mali. En contrepartie, elle se réserve le droit de primauté sur les richesses de telle ou telle nature sur le sol du Mali ou sous le sol du Mali. Mais s'il y en a, alors c'est ce que nous dénonçons parce que nous souhaitons en tant que souverains et propriétaires des richesses nationales être associés à tout accord engageant notre richesse, notre dignité et notre avenir dedans. Et donc nous avions exigé en son temps, l'Assemblée nationale n'avait pas encore été mise, n'était pas encore entrée en vigueur, nous avions exigé qu'une question d'une telle envergure, d'une telle importance, ne soit pas seulement l'œuvre que du seul exécutif qui soit envoyé à l'Assemblée pour être débattu par nos représentants. C'est ce qui a été fait après le premier rapport du 20 janvier. Entre-temps, la question a été soumise à la commission de défense de l'Assemblée nationale qui s'en est réappropriée, qui dit avoir analysé, discuter et préserver les intérêts de l'État du Mali dedans. Donc si ultérieurement dans l'application, nous nous rendons compte que certaines décisions leur application est préjudiciable à l'intérêt du peuple malien, c'est au peuple malien nous nous en prendrons à nos députés qui n'ont pas su être regardants sur l'intérêt du peuple malien. Mais jusqu'à preuve contraire, nous avons l'obligation et l'honnêteté de leur accorder la présomption d'avoir accompli leur mission conformément à la volonté et conformément à l'esprit patriotique et conformément à leur mandat de représentant du peuple malien. Nous n'étions pas contre, mais nous étions contre un accord qui serait préjudiciable, unilatéral, un accord d'abus comme la France en a eu à sceller avec d'autres nations dans le temps. Mais tout accord qui préserve et qui respecte la souveraineté de chaque parti, alors est un accord que nous souhaitons de vive voix. Car les États européens eux-mêmes en bénéficient à travers l'OTAN, qui est un accord de sécurité multilatéral qui préserve la souveraineté de chaque État membre. C'est ça la respectabilité mutuelle entre les membres d'un accord. Le Mali est à Alger en négociation avec les rebelles, lesquels réclament une fédération. Quelle analyse faites-vous de cette revendication? Bon, la technique de négociation elle est très claire. Hein. Tu veux 100 francs au marché, tu dis que ton produit coûte 500 francs. Vous marchandez jusqu'à obtenir 100 francs. Je veux obtenir 200 francs, je lève le prix à demander ou bien le prix à négocier à 500 000 francs. C'est la technique. Du moment où l'accord préliminaire de Ouaga pose l'intangibilité, pose la souveraineté, l'unité du peuple malien, la forme républicaine laïque dans son préambule, du moment que les résolutions des Nations Unies reprennent les mêmes principes aussi dans leurs résolutions, et du même aussi que les feuilles de route qui a été signée en début juillet à Alger et consacre aussi ces mêmes principes. Donc tout ce qui va être dit par les rebelles ne sont que des spéculations fantaisistes et puis dans le but d'intoxiquer l'opinion. C'est que j'inscris cela. Et moi en tant que citoyen, j'ai à dire à mes gouvernants, à mes missionnaires qui agissent et parlent à mon nom à Alger, qu'ils n'oublient jamais de vue que le peuple malien les tient à l'œil par rapport au respect de ce qui fait le fondement de la nation malienne. Justement, selon vous, quelle doit être la limite des concessions que le Mali... La limite n'est rien d'autre que ce qui a été décidé depuis 1992, la décentralisation poussée. La décentralisation poussée n'est rien d'autre que maintenant l'effectivité des transferts des ressources financières. De 1992 à aujourd'hui, on avait transféré que les compétences administratives. Les maires ont la compétence de gérer l'école jusqu'au 6e. Ils ont la compétence de collecter quelques petites taxes pour faire face à quelques petites tâches. Mais certaines richesses avaient été tout le temps préservées par l'État.
qui se réservait le droit de prélever les impôts là-dessus sans reverser dans les comptes, enfin, aux communes. Donc, ce qui affectait en réalité la plénitude des compétences des maires. Donc, nous, de tout le temps, ça a été le cri de cœur des maires et des populations. Parce que du premier abord, nous voyons les maires comme les premiers responsables. Une décentralisation poussée va continuer à octroyer aux populations les pouvoirs s'administrer sur place par rapport à dans certains domaines, par rapport à certains besoins fondamentaux. Ce qui n'est en réalité que justice, ce n'est en réalité que démocratie. Donc, mais tout ce qui n'est pas cette décentralisation poussée, qui serait de la forme de l'autonomie, qui serait de la forme d'autre chose, ne serait en réalité que des jeux de mots qui cacheraient, mais aux conséquences juridiques, en réalité, qui vont traduire la séparation, qui vont traduire la désintégration du peuple malien. Et ça, ce serait une grande forfaiture, et ce serait la haute trahison, et que la Constitution prévoit, et qui serait un crime passible de la haute cour de justice. Et dans le contexte actuel, croyez-vous que les conditions sont réunies pour aboutir à une paix définitive? Parce que c'est ça qui est demandé. Mais qu'est-ce qui manque? Rien ne manque. Rien ne manque. Si la communauté internationale est sincère par rapport à ce qu'elle a affirmé à travers les résolutions, que le Mali ne sera pas divisé, que la forme républicaine ne sera pas compromise, que la souveraineté ne sera pas affaiblie ou affectée, alors pourquoi vont-ils cautionner quelque chose qui va venir contredire ce qu'eux-mêmes ont affirmé à travers leurs résolutions en toute souveraineté? Donc que le rebelle ne veuille pas cela, cela aussi engage la responsabilité de la communauté internationale à s'affirmer sous peine de se rendre complice de MNLA et de ne pas avoir été sincère lors de la résolution de CND résolution. Donc ce qui se passe, que les rebelles demandent des revendications sociales et économiques, c'est tout à fait naturel, autant que les populations des Cailles qui demandent plus de santé, qui demandent plus d'éducation, qui demandent plus de travail, qui demandent plus d'emploi, plus de sécurité juridique et autre chose. Qui le demandent, c'est de bons droits qu'ils ont à demander à l'État. Nous sommes en droit en tant que citoyens d'exiger de l'État de nous accorder plus, de nous permettre d'accéder à plus de santé, de nous permettre d'avoir une éducation de qualité, de nous permettre d'accéder au travail, de nous permettre de se sentir sécurisés dans notre vie et dans nos biens. Donc qu'ils le demandent, c'est tout à fait normal. Maintenant, si la décentralisation peut être une alternative de satisfaction de ces revendications sociales et économiques, mais tant mieux, nous le demandons tous. Mais qu'au-delà de cela, qu'ils puissent demander des prérogatives les permettant, si vous voulez, d'engager une partie du Nord dans des contrats ou à travers des diplomatiques ou bien des représentations diplomatiques à l'étranger, ou avoir une force ou une autonomie de sécurisation, un système d'armée à côté d'une armée, un système juridique à côté du système juridique national. C'est du fédéralisme, c'est de l'autonomie. C'est pas ce que nous voulons. On ne veut pas que le Nord soit le Vatican, que le Nord soit Monaco, ou que le Nord soit un État des États-Unis ou un État de Nigeria. C'est pas ça que nous avons créé la République du Mali. Donc voilà, toute revendication sociale et économique qui s'inscrit dans le système de décentralisation est le bienvenu. Mais lorsqu'on veut exiger une autre forme juridique en vue de mettre en œuvre ces revendications pour les satisfaire de par soi-même et que la communauté internationale le cautionne, alors il revient au peuple malien souverain de le rejeter, et c'est là par toutes les forces qu'elle puisse se donner et par tout le combat qu'il faut, mais pas se coucher sous le diktat d'une pression étrangère juste pour une paix éphémère. Parce que c'est constituer une jurisprudence, c'est constituer, si vous voulez, un fondement, c'est constituer, si vous voulez, un précédent qui va nourrir de la haine, qui va nourrir de la xénophobie à l'égard d'une partie des populations, qui va nourrir, si vous voulez, du sectarisme, qui va nourrir de l'ethnicisme au Mali, et qui sont les conditions, les fondements, qui sont les causes en réalité d'une guerre civile à long terme. C'est là toute personne qui va se rendre coupable d'une telle décision et qui va être à l'origine d'une telle décision au nom du peuple malien emportera devant l'histoire et devant la juridiction malienne. Et le peuple malien, je ne crois pas, ne va l'accepter. Et que pensez-vous de l'attitude du gouvernement quand il libère des présumés criminels pour faciliter ce même dialogue avec les rebelles? Mais, en tant que juriste, d'abord, politiquement, je me dis que c'était des libérations provisoires. Disons-le ainsi. Des libérations provisoires prévues par l'article 18 de l'accord préliminaire de Ouaga, qui parle même de libération définitive des personnes qui seraient coupables de crimes de guerre, mais pas de crimes relevant, si vous voulez, des normes internationales
tels que génocide, viol, torture, crimes contre l'humanité, ainsi de suite. Mais que l'État, en application de cet accord, ait libéré certaines personnes, au motif qu'on a relevé contre eux que des charges de crimes de guerre, n'est que l'application de quelque chose dont nous avons unilatéralement et librement consenti. Ensuite, la liberté provisoire, en tant que juriste, n'est en réalité qu'un instrument juridique entre les mains du juge d'instruction, tout simplement, et qui lui permet, à la lumière de l'instruction, de penser que telle personne offre une garantie de représentativité et offre, si vous voulez, une garantie de justice au bout de l'instruction, et que donc sa libération n'entrave en rien au manifestement de la vérité, et qu'au moment opportun, il répondra devant à l'appel de la justice pour venir s'entendre des chefs d'accusation qui lui sont reprochés, et qu'un jugement va trancher de sa culpabilité ou de son relax. Mais parmi les personnes qui sont libérées, il y a l'ancien juge islamique de Tombouctou. Lui, les populations l'accusent de l'avoir commis des exactions sur les populations elles-mêmes. Ça, c'est différent d'un crime commis au lors. Non, c'est ce que je dis à ce niveau. À ce que j'ai entendu, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. S'ils ont bénéficié d'une liberté provisoire, ce serait malhonnête intellectuellement en tant que juriste de le condamner que par des arguments politiques. Le juge d'instruction est libre et autonome. Ce n'est pas le gouvernement du Mali qui l'a libéré. Ce n'est pas le procureur qui l'a libéré. Au cours de l'instruction, le juge d'instruction est souverain. Personne n'a de pouvoir sur lui. Le procureur, autant que la partie civile, a la liberté et le pouvoir d'introduire une requête de mise en liberté provisoire. Et le juge d'instruction est libre d'acquiescer ou de refuser. Si le juge d'instruction trouve que la liberté demandée n'est pas fondée, ou que la personne, le prévenu, ne répond pas et ne fait pas au vu des charges qui pèsent sur le prévenu, il ne serait pas dans l'intérêt d'une bonne justice de le libérer, au risque de l'effacement de certaines preuves, au risque même, si vous voulez, de sa non-représentativité par le fait qu'il puisse fuir. Le juge souverain, le juge d'instruction, s'il ordonne la mise en liberté provisoire, cela désengage l'État, qui n'est pas ordonnateur. Il n'a pas le pouvoir d'ordonner sa libération. Et moi, en tant que juriste, je me bats pour le principe de la séparation des pouvoirs au sein même du système judiciaire d'abord. Que le juge d'instruction s'assume. Sur d'autres aussi, on le voit. Le procureur fait l'appel. Le juge d'instruction refuse. On vient de le voir lorsque dans une histoire qui a opposé une grande banque française à l'État de New York, le procureur de New York avait poursuivi une banque française pour avoir commercé avec des États qui étaient sous embargo américain tels que l'Iran, le Soudan ou autre chose. Justement, dans cette affaire, vous croyez que les juges maliens ils ont été libres? Mais sinon pas, moi j'estime, à votre avis, je présume que le juge d'instruction a été libre. Je ne l'accuse pas sans preuve matérielle. L'État est dans son droit de demander. Parce que l'État a la charge de veiller sur l'intérêt politique, matériel et économique des populations. Si l'État estime que l'intérêt politique recommande la libération d'une telle personne pour faciliter des accords ou pour faciliter, si vous voulez, des décisions, l'État est en droit d'introduire une demande auprès du juge. Mais le juge d'instruction n'est pas le représentant de l'État. Le juge d'instruction n'est pas là pour appliquer la politique du gouvernement. Le juge d'instruction est là pour veiller au respect des règles de fonctionnement de la justice et au respect aussi des droits, des libertés des populations. Donc lorsqu'une demande lui est adressée, il doit trancher en toute souveraineté et en bonne conscience. Donc si le juge d'instruction, malgré tous les pouvoirs qui lui sont conférés, il accède à la demande du gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui a fait sa mission. C'est le juge qui a failli à son indépendance. Si le juge libère, alors qu'en intime conviction, il estime que la personne ne devait pas bénéficier de la liberté provisoire, mais c'est au juge d'instruction qu'il faut s'en prendre. Mais comme je n'ai pas la preuve que dans l'instruction, il n'a pas été relevé, il a été relevé des choses contre le juge, enfin, le prévenu qui a bénéficié de la liberté provisoire, des crimes relevant des crimes de guerre et de génocide, qui sont même condamnés et imprescriptibles au niveau même des normes internationales, telles qu'au sein de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, au sein du tribunal pénal international. Donc je ne vois pas comment je vais accuser le juge d'instruction d'avoir succombé ou bien de s'être plié à la pression du gouvernement. Le gouvernement est une partie au procès, comme la partie civile, les victimes, la dame ou bien qui a été victime de ce juge-là, islamique, ou bien la personne
dont le bras a été amputé par ce juge, la partie civile et le procureur sont tous partis au procès. Ils viennent tous devant le juge d'instruction. Et le juge d'instruction est là souverain. Et s'il refuse, il n'encourt aucune sanction. Personne ne peut l'accuser. Il est inamovible. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le sanctionner, on ne peut rien lui faire. C'est pourquoi on dit que le juge d'instruction est le juge qui a le plus de pouvoir au sein d'un système judiciaire. Donc quand le juge d'instruction le libère, moi j'estime qu'il a libéré en bonne conscience. Jusqu'à preuve contraire. Dernière question, et ces derniers temps, le Mali est embrouillé avec le FMI. Quelle est votre analyse sur cette situation qui impacte sur notre économie? C'est triste de voir une institution étrangère venir exercer des attributs de souveraineté dans mes affaires publiques sans me consulter, me dire que ton chef d'État n'est pas autorisé à payer un tel moyen de transport, que ton économie n'est pas prête à soutenir un tel bien social tel que l'électricité, l'eau, que c'est FMI qui dit augmenter le coût de l'électricité, augmenter le coût de trucs. Alors vous avez payé tant de matériel pour vos militaires en vue de leur mission de sécurisation, de défense. Je ne suis pas d'accord. C'est une atteinte à ma souveraineté. C'est une atteinte à mon honneur. Après tout... Mais ils ont droit à le faire. Parce que l'FMI et la Banque mondiale sont des institutions libres qui ne vont chercher personne. C'est les autres qui vont à eux. Tu viens solliciter leurs services, leur aide, leur prêt. Ils ont des conditions. Tu l'acceptes, alors ils bossent avec toi. Tu n'acceptes pas, tu es libre de repartir. Quand tu acceptes leur aide, leur service, alors tu t'engages par là à respecter les conditions qu'ils t'ont soumises. Tu t'engages à respecter ton obligation vis-à-vis du contrat qui vous lie. Et cette obligation imposait à l'État du Mali de ne dépenser un franc d'argent public en dehors du budget, en dehors des lois et procédures nationales et maliennes qui prévoient l'utilisation des fonds publics ou des marchés publics. L'État du Mali a violé la procédure d'attribution des marchés publics, sans faire d'appel d'offres, en violant tout. Et la Banque mondiale n'a pas d'argent propre, c'est l'argent des autres contribuables qu'ils utilisent comme une banque commerciale. Elle a l'obligation de veiller sur la sécurisation de l'argent de ses contribuables. Donc cette charge, cette mission qui l'incombe l'oblige aussi à avoir un droit de regard sur tous les prêts qu'elle consent à des tiers. C'est en vertu de ce pouvoir, de ce mandat et de ce contrat qui les lie au Mali, qui sont venus demander l'application des principes, des dispositions contractuelles qui nous lient. Et s'il y a sanction, s'il y a contravention, alors que le Mali se remet dans les règles. Ça fait mal, mais c'est le fait de nos gouvernants qui ont méprisé les lois. C'est le fait de nos gouvernants qui, par leur forfaiture, n'ont livré toute une nation, leur dignité et leur honneur sur l'assiette universelle afin que nous soyons la rusée de tout le monde. Que notre présence s'y fasse tirer les oreilles par l'FMI et la Banque mondiale au point qu'il dit, après l'audit, s'il se trouve que nous avons contrevenu aux règles, nous allons nous remettre dans les règles. Ça fait mal qu'un chef d'État qui se dit républicain, chef État de droit, homme respectable, puisse créer lui-même les conditions de se faire tirer les oreilles par d'autres personnes. Ça fait mal. C'est une honte nationale. Merci. Merci beaucoup. Bon.